Il existe dans notre système solaire une coïncidence si extraordinaire, si mathématiquement improbable, qu'elle continue d'étonner les astronomes les plus expérimentés. Cette coïncidence est à l'origine des éclipses solaires totales, telles que nous les connaissons sur Terre. Et elle est également à l'origine de ce que les astronautes d'Artémis II ont pu observer le 6 avril 2026, depuis leur vaisseau spatial qui survolait la face cachée de la Lune. Cette coïncidence est celle qui fait que le Soleil et la Lune ont presque exactement la même taille apparente dans notre ciel. Et selon les lois de la probabilité astronomique, cette éclipse que les 4 astronautes ont vue pendant 54 minutes ne devrait tout simplement pas exister. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le Soleil mesure environ 1 391 000 km de diamètre. La Lune, elle, mesure seulement 3 474 km. Autrement dit, le Soleil est environ 400 fois plus grand que la Lune. C'est une différence absolument gigantesque. Et pourtant, quand on regarde ces deux objets dans le ciel terrestre, ils apparaissent presque exactement de la même taille. Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce n'est pas un effet de perspective. C'est une réalité géométrique précise. Pourquoi ? Parce que le Soleil, bien qu'il soit 400 fois plus grand que la Lune, est aussi environ 400 fois plus éloigné de la Terre. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres. La Lune, elle, se trouve à environ 384 000 kilomètres en moyenne. Le rapport entre ces deux distances, environ 400, est exactement le même que le rapport entre leurs tailles. Cette coïncidence mathématique fait que leurs tailles apparentes dans le ciel sont quasi identiques. Pour bien mesurer l'étrangeté de cette coïncidence, il faut la comparer à d'autres planètes et à leurs satellites. Dans notre système solaire, aucune autre combinaison planète-Lune ne présente une harmonie aussi parfaite entre la taille de la Lune et la taille apparente du Soleil vue depuis la planète. Mars, par exemple, possède 2 lunes, Phobos et Deimos, mais elles sont toutes deux tellement petites et irrégulières qu'elles ne peuvent jamais produire d'éclipses totaux. Elles apparaissent dans le ciel martien comme de petits points lumineux, incapables de couvrir la surface du Soleil. Jupiter possède de nombreuses lunes, certaines très grandes comme Ganymède, mais celles-ci sont tellement proches de la planète que leur taille apparente est bien supérieure à celle du Soleil, vue depuis la surface de Jupiter. Les éclipses qu'elles produisent sont donc des éclipses très longs, mais sans la finesse géométrique d'un éclipse total terrestre. Saturne à Titan, Uranus à Titania, Neptune à Triton. Aucune de ces lunes ne produit, depuis la surface de sa planète parent, l'équivalent d'un éclipse total terrestre avec sa précision géométrique. Notre système Terre-Lune est véritablement unique dans le système solaire. Nulle part ailleurs la danse cosmique n'est aussi parfaitement chorégraphiée pour produire ce spectacle particulier. Et quand on étend la réflexion aux exoplanètes découvertes autour d'autres étoiles, la situation est encore plus frappante. Parmi les milliers d'exoplanètes détectées à ce jour, très peu ont des lunes confirmées. Et même parmi celles qui en possèdent, la probabilité statistique qu'une lune ait exactement la bonne taille et la bonne distance pour produire des éclipses totaux depuis la surface de la planète est extrêmement faible. Notre Terre est probablement l'un des rares endroits dans l'univers, peut-être même le seul dans notre voisinage galactique immédiat où cette danse cosmique peut être observée dans ces conditions particulières.
Ce phénomène n'a absolument aucune raison physique d'exister. Il n'y a aucune loi de l'univers qui impose qu'un satellite naturel ait exactement la bonne taille et la bonne distance pour couvrir parfaitement son étoile centrale depuis la surface de la planète sur laquelle il orbite. Aucune force cosmique n'a ajusté délibérément les paramètres orbitaux de la Lune pour qu'elle produise des éclipses totales spectaculaires. C'est un hasard pur, une coïncidence qui aurait pu tout aussi bien ne pas exister. Et c'est cette coïncidence qui rend possible tous les éclipses solaires totaux qui ont fasciné l'humanité depuis l'aube des temps. C'est cette coïncidence qui a rendu possible la découverte de l'hélium par Pierre Janssen en 1868. C'est cette coïncidence qui a permis à Arthur Eddington de vérifier la théorie d'Einstein en 1919. Et c'est cette coïncidence qui a permis aux astronautes d'Artémis de contempler la couronne solaire dans toute sa beauté pendant 54 minutes d'extase cosmique. L'histoire de la découverte de l'hélium par Janssen mérite d'être racontée en détail, parce qu'elle illustre parfaitement le rôle que les éclipses solaires ont joué dans l'histoire de la science. Pierre Janssen était un astronome français né en 1824, spécialisé dans la spectroscopie solaire. En 1868, il avait organisé une expédition en Inde pour observer un éclipse total, prévu le 18 août de cette année-là. L'éclipse était visible depuis Guntur, sur la côte est de l'Inde. Janssen avait apporté avec lui un spectroscope, un instrument qui permet de décomposer la lumière en ses différentes longueurs d'onde et d'identifier ainsi les éléments chimiques présents dans la source lumineuse. Pendant la totalité, il a pointé son spectroscope vers la chromosphère solaire, cette couche rougeâtre visible juste autour du disque lunaire, et il a observé les raies spectrales caractéristiques des éléments présents. Il a identifié les raies de l'hydrogène, comme il s'y attendait, mais aussi une raie jaune qu'il n'avait jamais vue auparavant et qui ne correspondait à aucun élément connu sur Terre. Janssen a compris qu'il avait découvert quelque chose de nouveau. Il a envoyé ses résultats à l'Académie des sciences de Paris, qui les a reçus en même temps que ceux de l'astronome britannique Norman Lockyer, qui avait fait une observation similaire depuis l'Angleterre. Les deux scientifiques ont été crédités conjointement de la découverte de ce nouvel élément, qu'ils ont baptisé hélium, du grec hélios, qui signifie « soleil ». Pendant près de 3 décennies, l'hélium est resté un élément purement solaire, dont l'existence sur Terre était inconnue. Ce n'est qu'en 1895 que le chimiste écossais William Ramsay a réussi à l'isoler dans des minéraux terrestres contenant de l'uranium, confirmant définitivement l'existence de cet élément. L'histoire de la vérification de la relativité générale par Arthur Eddington en 1919 est tout aussi remarquable et mérite d'être développée. En 1915, Albert Einstein avait publié sa théorie de la relativité générale, qui proposait une nouvelle description de la gravité. Selon Einstein, la gravité n'était pas une force au sens newtonien, mais une déformation de l'espace-temps causée par la présence de masse. Une conséquence de cette théorie était que la lumière devait être légèrement déviée lorsqu'elle passait à proximité d'un objet massif comme le Soleil. Le calcul d'Einstein prédisait une déviation d'environ 1,5 seconde d'arc pour la lumière des étoiles passant juste à côté du bord du Soleil. C'était une prédiction précise et vérifiable. Mais comment la tester? Normalement,
on ne peut pas voir les étoiles situées juste derrière le Soleil, parce qu'elles sont complètement noyées dans la lumière éblouissante de notre étoile. Sauf pendant un éclipse total. Quand la Lune cache complètement le Soleil, les étoiles qui se trouvent à proximité du disque solaire deviennent visibles, et leurs positions apparentes peuvent être mesurées avec précision et comparées à leur position normale, mesurées quand le Soleil n'est pas dans le champ. Arthur Eddington, un astronome britannique passionné par la théorie d'Einstein, a décidé de profiter de l'éclipse totale prévue pour le 29 mai 1919 pour vérifier cette prédiction. Il a organisé 2 expéditions simultanées, l'une sur l'île de Principe au large de l'Afrique de l'Ouest et l'autre au Brésil, pour augmenter les chances d'avoir au moins un site avec un ciel dégagé au moment critique. Les conditions étaient difficiles. L'île de Principe avait un climat capricieux et le jour de l'éclipse, des nuages menaçaient de gâcher toute l'expédition. Eddington a eu de la chance. Au moment précis de la totalité, les nuages se sont dissipés suffisamment pour permettre de photographier les étoiles autour du Soleil caché. Il a pris plusieurs plaques photographiques qui ont ensuite été rapportées en Angleterre et analysées dans les semaines qui ont suivi. L'analyse a confirmé la prédiction d'Einstein avec une précision remarquable. Les positions apparentes des étoiles étaient effectivement décalées, exactement comme la théorie de la relativité générale le prédisait. Cette confirmation a transformé Einstein en célébrité mondiale, presque du jour au lendemain. Avant 1919, la relativité générale était considérée comme une théorie élégante mais hautement spéculative, connue seulement d'un petit cercle de physiciens théoriciens. Après l'annonce des résultats d'Eddington, elle est devenue la nouvelle référence de la physique moderne, et Einstein est devenu l'une des figures les plus reconnues du XXe siècle. Cette histoire montre à quel point les éclipses solaires ont été des moments privilégiés pour la science. Elles ont permis des découvertes qui n'auraient pas été possibles autrement. Sans les éclipses totaux, nous n'aurions probablement jamais découvert l'hélium de cette manière. Nous n'aurions peut-être pas vérifié la théorie d'Einstein aussi tôt dans l'histoire. Nous aurions eu une compréhension beaucoup plus limitée de la couronne solaire et des phénomènes qui s'y produisent. Les éclipses ont fonctionné comme des laboratoires naturels, offrant aux scientifiques des conditions d'observation impossibles à reproduire autrement. Et maintenant, avec l'éclipse d'Artémis II, cette longue tradition se poursuit. Les données recueillies par les astronautes vont permettre de nouvelles découvertes, peut-être inattendues, qui enrichiront notre compréhension du Soleil et de son environnement. Mais voici quelque chose de plus troublant encore. Cette coïncidence n'est pas éternelle. Elle ne l'a pas toujours été, et elle ne le restera pas. La Lune s'éloigne progressivement de la Terre. Chaque année, elle s'éloigne d'environ 3,5 cm. C'est très peu à l'échelle d'une vie humaine. Mais à l'échelle de millions d'années, c'est considérable. Il y a quelques centaines de millions d'années, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. Et dans quelques centaines de millions d'années, elle sera beaucoup plus éloignée. À ce moment-là, sa taille apparente dans le ciel terrestre sera devenue plus petite que celle du Soleil. Les éclipses totales n'existeront plus. Seules subsisteront les éclipses annulaires, ces éclipses où la Lune, trop petite pour couvrir entièrement le Soleil, laisse apparaître un anneau lumineux autour d'elle. Les humains qui vivront à cette lointaine époque ne verront plus jamais la couronne solaire à l'œil nu.
ils devront se contenter d'instruments spécialisés, de coronographes, pour étudier cette partie fascinante de notre étoile. La fenêtre cosmique qui nous permet actuellement d'observer des éclipses totaux se refermera progressivement. Ce phénomène d'éloignement de la Lune a été mesuré avec une précision extraordinaire grâce à une expérience scientifique mise en place par les astronautes Apollo dans les années 1960 et 1970. Ils ont installé sur la surface lunaire plusieurs réflecteurs laser, appelés rétroréflecteurs à coin de cube. Ces réflecteurs ont une propriété optique remarquable. Ils renvoient la lumière exactement dans la direction d'où elle provient, quel que soit l'angle d'incidence. Depuis la Terre, des astronomes peuvent envoyer des impulsions laser vers ces réflecteurs et mesurer avec une précision de quelques millimètres le temps que met la lumière à aller jusqu'à la Lune et à revenir. Connaissant la vitesse de la lumière, ils peuvent ainsi calculer la distance exacte entre la Terre et la Lune à chaque instant. Et en comparant ces mesures sur des décennies, ils ont confirmé que la Lune s'éloigne effectivement d'environ 3,5 cm par an. C'est l'une des expériences scientifiques les plus précises jamais réalisées. Et elle se poursuit encore aujourd'hui, plus de 50 ans après l'installation des premiers réflecteurs. Pourquoi la Lune s'éloigne-t-elle? La réponse tient à un phénomène appelé les forces de marée. La gravité lunaire déforme légèrement la Terre, créant les marées océaniques que nous connaissons. Mais cette déformation n'est pas instantanée. À cause de la rotation de la Terre, le bourrelet de marée est légèrement en avance par rapport à la position de la Lune. Cette petite avance crée un couple gravitationnel qui ralentit progressivement la rotation terrestre et qui, par conservation du moment angulaire, accélère la Lune sur son orbite. Cette accélération pousse la Lune vers des orbites de plus en plus éloignées. Le phénomène est lent, mais inexorable. Il s'est produit pendant toute l'histoire du système Terre-Lune. Depuis la formation de notre satellite naturel, il y a environ 4,5 milliards d'années. Et il continuera à se produire pendant encore très longtemps. Le fait que la Lune soit actuellement à la bonne distance pour produire des éclipses totaux est donc une circonstance temporaire dans l'histoire géologique. Si une civilisation extraterrestre avait visité la Terre il y a 1 milliard d'années, ou si une autre civilisation la visite dans 1 milliard d'années, elle ne pourrait pas observer d'éclipses totaux comme ceux que nous connaissons. Seule notre époque, au sens géologique du terme, offre cette possibilité. Et cette époque ne dure que quelques centaines de millions d'années, une fraction minuscule de l'histoire complète de la Terre. Nous avons la chance extraordinaire d'être nés au bon moment pour observer ce phénomène. Autrement dit, nous vivons à une époque privilégiée, une époque où les éclipses totaux existent, où la géométrie du système Terre-Lune-Soleil permet ce spectacle particulier. Cette époque a commencé il y a plusieurs centaines de millions d'années et se terminera dans quelques centaines de millions d'années. À l'échelle de l'histoire de l'univers, c'est une période relativement courte. Nous sommes, en tant qu'espèce consciente, présents pendant une fraction minuscule de cette fenêtre temporelle. Et parmi les êtres humains qui vivent actuellement, seuls 4 d'entre eux, les astronautes d'Artémis II, ont eu la chance d'observer un éclipse solaire depuis le voisinage lunaire. Une expérience rendue possible par une succession de coïncidences dont chacune, prise séparément, semble presque miraculeuse.
Mais pour vraiment comprendre pourquoi cette éclipse d'Artémis II ne devrait pas exister, il faut aller plus loin. Il faut comprendre comment fonctionne la mécanique céleste qui régit les mouvements des astres. Il faut comprendre pourquoi les éclipses solaires, en général, sont déjà des phénomènes relativement rares. Et il faut comprendre pourquoi un éclipse de 54 minutes, vu depuis l'espace, est une combinaison encore plus improbable de facteurs favorables. Commençons par le commencement. Les éclipses solaires se produisent quand la Lune passe exactement entre le Soleil et la Terre. Cela paraît simple. On pourrait s'attendre à ce qu'un éclipse se produise à chaque nouvelle Lune, c'est-à-dire à chaque fois que la Lune se trouve dans la direction du Soleil. Mais ce n'est pas le cas. La plupart du temps, à la nouvelle Lune, la Lune passe un peu au-dessus ou un peu en dessous du Soleil, sans le masquer. Pourquoi? Parce que l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas exactement dans le même plan que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Le plan orbital lunaire est incliné d'environ 5 degrés par rapport au plan orbital terrestre. Cette inclinaison, qui semble modeste, est suffisante pour que la Lune passe généralement à côté du Soleil plutôt que devant lui. Cette inclinaison de 5 degrés peut sembler être un détail, mais elle change complètement la fréquence des éclipses. Si les deux plans orbitaux étaient parfaitement alignés, nous aurions un éclipse solaire à chaque nouvelle lune, c'est-à-dire environ 13 fois par an. Et nous aurions également un éclipse lunaire à chaque pleine lune. Notre ciel serait constamment animé par ces phénomènes. Mais avec l'inclinaison réelle, le nombre d'éclipses annuelles est bien plus faible, et leur distribution dans le temps crée des périodes d'activité et des périodes de calme. L'existence même de cette inclinaison est liée à l'histoire de la formation de la Lune. Selon la théorie la plus acceptée aujourd'hui, la Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, suite à une collision entre la prototerre et un objet de la taille de Mars, que les astronomes appellent parfois Theia. Cette collision a éjecté dans l'espace une énorme quantité de matière qui s'est progressivement agglomérée pour former la Lune. Les détails précis de cette formation déterminent les paramètres orbitaux actuels de la Lune, y compris son inclinaison par rapport au plan orbital terrestre. Les éclipses ne peuvent donc se produire que lorsque la Lune se trouve exactement à l'intersection des deux plans orbitaux. Ces intersections s'appellent les nœuds orbitaux. Et la Lune ne passe par ces nœuds que 2 fois par mois environ. Pour qu'un éclipse solaire se produise, il faut que la Lune soit à la fois en phase de nouvelle Lune et près d'un de ses nœuds. Cette coïncidence arrive en moyenne 2 à 5 fois par an, ce qui correspond au nombre d'éclipses solaires annuelles. Mais parmi ces éclipses, seule une minorité sont des éclipses totaux. La plupart sont des éclipses partielles, où la Lune ne couvre qu'une partie du Soleil, ou des éclipses annulaires, où elle est trop petite pour le couvrir entièrement. Les éclipses totaux visibles depuis un point donné de la Terre sont extrêmement rares. Pour un observateur qui reste au même endroit toute sa vie, la probabilité de voir un éclipse total depuis son jardin est d'environ 1 fois tous les 375 ans. C'est pourquoi les gens font souvent de grands voyages pour aller observer des éclipses totaux dans des régions du monde où la géométrie le permet. Les nœuds orbitaux de la Lune ne sont d'ailleurs pas fixes. Ils se déplacent lentement dans le ciel en raison des perturbations gravitationnelles exercées par le Soleil sur l'orbite lunaire. Ce déplacement complète un cycle complet tous les 18 ans et demi environ,
ce qui contribue à la complexité des calculs d'éclipses. Les astronomes parlent de la régression des nœuds lunaires. Ce phénomène était déjà connu des astronomes babyloniens, qui l'avaient intégré dans leurs prédictions d'éclipses, bien qu'ils n'en comprissent pas la cause physique. Aujourd'hui, nous savons que cette régression résulte de l'interaction gravitationnelle complexe entre la Terre, la Lune et le Soleil, et nous pouvons la calculer avec une précision extrême. Cette précision nous permet de prédire les éclipses futures à plusieurs millénaires d'intervalle, ce qui est remarquable quand on pense à la complexité sous-jacente du problème. Les Babyloniens avaient identifié, il y a plus de 4000 ans, le cycle de Saros qui permet de prédire les éclipses avec une régularité étonnante. Ce cycle dure environ 18 ans, 11 jours et 8 heures, et il correspond à la période au bout de laquelle la configuration géométrique Soleil-Terre-Lune se répète presque exactement. Cette découverte était le fruit d'observations patientes accumulées sur des générations entières par les prêtres astronomes de Babylone, qui notaient sur des tablettes d'argile chaque éclipse observable depuis leur ville. En analysant ces archives, ils avaient fini par reconnaître le motif cyclique caché derrière l'apparente irrégularité des éclipses. C'était une prouesse intellectuelle considérable, réalisée sans aucun outil mathématique sophistiqué, sans télescope, sans horloge précise, sans aucun moyen de communication avec d'autres observatoires, juste avec de l'observation patiente et de l'analyse logique. Cette capacité prédictive a conféré un pouvoir énorme aux prêtres babyloniens, qui apparaissaient aux yeux du peuple comme capables de communiquer avec les divinités célestes. Et cette tradition babylonienne a ensuite été transmise aux Grecs, puis aux Arabes, puis aux Européens, formant une chaîne ininterrompue de transmission du savoir astronomique qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, transposons cette logique à l'éclipse d'Artémis II. Pour que les astronautes puissent observer un éclipse solaire depuis leur vaisseau, il fallait que plusieurs conditions soient réunies simultanément. Premièrement, Orion devait être en bonne position par rapport à la Lune et au Soleil. Deuxièmement, la trajectoire exacte du vaisseau devait passer dans la zone d'ombre lunaire. Troisièmement, la durée du passage dans cette zone devait être suffisamment longue pour que l'éclipse soit substantielle. Et quatrièmement, le vaisseau devait être orienté de telle manière que les hublots soient dirigés vers le Soleil au moment critique. Chacune de ces conditions dépend de paramètres très précis, et la probabilité qu'elles soient toutes réunies simultanément pour une mission donnée est extrêmement faible. Victor Glover, le pilote d'Artémis II, l'a lui-même souligné après l'observation. Il a dit qu'il était vraiment heureux d'avoir lancé le 1er avril 2026, parce que cette date précise avait permis l'éclipse. Si la mission avait été retardée ne serait-ce que de quelques jours, la géométrie aurait été différente et l'éclipse n'aurait pas eu lieu. Ou alors, il aurait été beaucoup plus court ou observé sous un angle moins favorable. Les planificateurs de la mission n'avaient pas spécifiquement cherché à créer cette opportunité. Ils avaient simplement choisi une trajectoire qui permettait au vaisseau de survoler la face cachée de la Lune, de battre le record de distance d'Apollo 13 et de revenir sur Terre en toute sécurité. L'éclipse a été un cadeau inattendu, une conséquence bonus de la géométrie particulière de la mission. Cette dimension de hasard rend l'éclipse d'Artémis II encore plus précieuse. Ce n'est pas un événement qui a été planifié par les ingénieurs de la NASA. Ce n'est pas un objectif scientifique
pour lequel des décennies de préparation ont été consacrées. C'est une coïncidence heureuse, un alignement fortuit qui a offert aux 4 astronautes une expérience que personne n'attendait vraiment. Et c'est précisément cette absence de planification qui donne à l'événement sa qualité presque miraculeuse. Comme si l'univers avait décidé d'offrir un cadeau aux premiers humains à s'aventurer à nouveau au voisinage lunaire après 53 ans d'absence. Un cadeau en forme d'éclipse impossible, avec une couronne solaire parfaitement visible et une durée record de 54 minutes. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi cette éclipse ne devrait-il pas exister selon les lois de la probabilité astronomique? La réponse tient à plusieurs facteurs combinés. Premièrement, comme nous l'avons vu, les éclipses solaires totaux sont déjà relativement rares, même sur Terre. Deuxièmement, les missions spatiales habitées dans l'espace lointain sont extrêmement rares. Entre la fin du programme Apollo en 1972 et le début de la mission Artemis 2 en 2026, aucun être humain n'a voyagé au-delà de l'orbite terrestre basse. C'est une période de 53 ans pendant laquelle aucun astronaute n'a eu la possibilité d'observer un éclipse depuis l'espace profond. Troisièmement, même lors des missions Apollo, les éclipses solaires n'étaient pas visibles dans les mêmes conditions que celles d'Artemis 2. Les trajectoires Apollo étaient différentes, les durées d'observation étaient plus courtes, et les capsules Apollo n'étaient pas équipées des mêmes systèmes de caméras qui permettent aujourd'hui de retransmettre en direct les images vers la Terre. Quatrièmement, la durée de l'éclipse d'Artemis 2, 54 minutes, est tout à fait exceptionnelle. Comme nous l'avons dit, les éclipses terrestres les plus longs ne dépassent jamais 7 minutes et 32 secondes. Dépasser cette limite demanderait soit que la Lune se déplace à l'envers sur son orbite, ce qui est physiquement impossible, soit que l'observateur voyage dans une direction très particulière, à une vitesse soigneusement ajustée pour rester dans l'ombre lunaire. Pour Artemis 2, la combinaison particulière de la trajectoire du vaisseau et de la position relative de la Lune et du Soleil a créé exactement cette situation. Orion se trouvait dans l'ombre projetée par la Lune sur une durée prolongée. Et cette durée prolongée est ce qui donne à l'éclipse d'Artémis de son caractère véritablement exceptionnel du point de vue observationnel. Pour illustrer à quel point cette durée de 54 minutes est extraordinaire, faisons une comparaison. L'éclipse totale, le plus long de l'histoire humaine documentée, a duré 7 minutes et 29 secondes. Il s'est produit le 15 juin 743 avant Jésus-Christ dans l'océan Indien. Personne ne l'a observé, puisque cette région était à l'époque inhabitée. Les éclipses longs qui ont été observés historiquement par des civilisations humaines ont généralement duré entre 4 et 6 minutes. L'éclipse du 11 juillet 1991, observée depuis le Mexique et Hawaï, a duré 6 minutes et 53 secondes et a été considérée comme l'un des plus longs du XXe siècle. L'éclipse du 22 juillet 2009, observée depuis l'Asie, a duré 6 minutes et 39 secondes. Ces durées impressionnantes sur Terre sont à peu près 8 fois plus courtes que ce que les astronautes d'Artemis 2 ont pu observer depuis leur vaisseau spatial. 8 fois, ce n'est pas une petite différence. C'est une différence qui change qualitativement l'expérience. Un éclipse de 7 minutes
vous laisse à peine le temps de contempler. Un éclipse de 54 minutes vous laisse le temps d'absorber, de méditer, de vraiment comprendre ce que vous voyez. Cette durée exceptionnelle a également une valeur scientifique énorme. Les astronomes solaires étudient la couronne solaire depuis plus d'un siècle. Mais ils n'ont jamais eu la possibilité de l'observer de manière continue pendant 54 minutes sans aucune interruption. Sur Terre, même pendant un éclipse total, l'atmosphère terrestre limite la qualité des observations. Le scintillement, les turbulences, l'absorption de certaines longueurs d'onde, tout cela dégrade les images. Pendant les quelques minutes critiques, les astronomes doivent faire des compromis, choisir ce qu'ils vont observer en priorité, sacrifier certains aspects pour mieux étudier d'autres. Mais avec l'éclipse d'Artémis II et sa durée prolongée sans aucun effet atmosphérique, les astronautes ont pu prendre des centaines de photographies à différentes expositions, à différents angles, à différents moments, en couvrant tout le spectre lumineux accessible à leur caméra. C'est un trésor de données qui va permettre d'étudier la couronne solaire avec une précision inégalée. Les chercheurs du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris-Meudon se sont précipités sur ces données dès qu'elles ont été transmises vers la Terre. Ils espèrent notamment faire progresser la compréhension du problème du chauffage coronal, cette énigme vieille de plus de 80 ans qui continue de défier les astrophysiciens. Pourquoi la couronne solaire est-elle à plusieurs millions de degrés alors que la surface du Soleil n'est qu'à 5500 degrés? Cette question fondamentale n'a toujours pas de réponse définitive. Les théories abondent, mais aucune n'a été complètement validée. Pour mesurer l'importance de ce problème, il faut comprendre à quel point il est contre-intuitif. Imaginez que vous approchez vos mains d'un feu de cheminée. Plus vous vous rapprochez des flammes, plus vous sentez la chaleur. Plus vous vous éloignez, plus vous avez froid. C'est la logique élémentaire de la propagation de la chaleur. Mais dans le cas du Soleil, c'est l'inverse. La partie la plus chaude n'est pas au centre, où la température atteint 15 millions de degrés grâce aux réactions nucléaires. La partie visible, la photosphère, n'est qu'à 5500 degrés. Et ensuite, en s'éloignant de la photosphère vers l'extérieur, la température remonte brusquement. La chromosphère, juste au-dessus, atteint entre 10 000 et 20 000 degrés. Et la couronne, au-dessus de la chromosphère, atteint plusieurs millions de degrés. C'est une inversion complète de la logique thermique habituelle, et elle défie nos intuitions physiques les plus fondamentales. Pour bien saisir l'étrangeté de ce phénomène, il faut avoir en tête la structure interne du Soleil. Au centre du Soleil se trouve le noyau, où les conditions sont tellement extrêmes que les atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie. C'est cette fusion nucléaire qui maintient le Soleil brillant depuis environ 4 milliards et demi d'années et qui continuera à le maintenir brillant pendant encore à peu près 5 milliards d'années avant qu'il ne commence à évoluer vers une géante rouge. L'énergie produite dans le noyau se propage vers l'extérieur à travers plusieurs couches. D'abord la zone radiative, où l'énergie voyage sous forme de rayonnement électromagnétique. Puis la zone convective, où l'énergie est transportée par des mouvements de matière chaude qui remontent vers la surface et de matière plus froide qui redescend vers l'intérieur. Ensuite, la photosphère,
qui est la partie visible du Soleil, celle que nous voyons comme un disque lumineux dans le ciel, puis la chromosphère, puis la couronne. Et dans cette séquence, la température suit une courbe étrange. Elle est de 15 millions de degrés au centre, diminue progressivement à travers les zones radiatives et convectives, atteint un minimum d'environ 4500 degrés, juste en dessus de la photosphère, puis remonte brusquement dans la chromosphère et la couronne jusqu'à atteindre plusieurs millions de degrés. Ce minimum de température juste au-dessus de la photosphère est particulièrement intrigant. Et la remontée brutale de la température dans la chromosphère et la couronne est ce que les astrophysiciens appellent le problème du chauffage coronal. Il ne s'agit pas seulement d'une anomalie curieuse, c'est une violation apparente des lois de la thermodynamique telles que nous les comprenons habituellement. Normalement, la chaleur ne peut pas se déplacer spontanément d'un corps plus froid vers un corps plus chaud. Et pourtant, dans le Soleil, l'énergie semble être transportée depuis la photosphère relativement froide vers la couronne beaucoup plus chaude. Comment cela est-il possible? La réponse réside dans les mécanismes non thermiques qui peuvent transporter l'énergie sous forme d'ondes ou de champs magnétiques plutôt que sous forme de chaleur directe. Le champ magnétique solaire joue un rôle absolument central dans tous ces phénomènes. Le Soleil possède un champ magnétique extrêmement complexe et puissant, qui est produit par les mouvements du plasma conducteur dans son intérieur. Ce champ magnétique émerge à la surface sous forme de boucles qui relient des régions de polarité opposées. Il s'étend dans la couronne et au-delà, structurant tout l'environnement proche du Soleil. Les taches solaires que nous observons de temps en temps sur la photosphère sont les signes visibles de régions où le champ magnétique est particulièrement intense. Les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, les protubérances, toutes ces manifestations spectaculaires de l'activité solaire sont liées à des reconfigurations brutales du champ magnétique qui libèrent soudainement d'énormes quantités d'énergie accumulées dans les structures magnétiques. Ce champ magnétique est probablement la clé du mystère du chauffage coronal. Les mécanismes exacts restent débattus, mais tous impliquent d'une manière ou d'une autre l'interaction entre le champ magnétique et le plasma solaire. Les nanoflares de Parker sont causées par des reconnexions magnétiques à petite échelle. Les ondes MHD se propagent le long des lignes du champ magnétique. Et les structures visibles dans la couronne, comme les boucles coronales, suivent les lignes du champ magnétique et sont maintenues en forme par lui. Étudier la couronne solaire revient donc, en grande partie, à étudier la structure et la dynamique du champ magnétique solaire. Les données d'Artémis II permettront d'observer ces structures magnétiques avec une résolution inédite, grâce à la durée prolongée de l'éclipse et à l'absence d'atmosphère terrestre. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène. La première, appelée théorie des nanoflares, a été formulée par Eugene Parker dans les années 1980. L'idée est que la couronne serait chauffée par un grand nombre de petites éruptions, chacune libérant une quantité minuscule d'énergie. Individuellement, ces nanoflares seraient indétectables avec nos instruments actuels. Mais collectivement, leur effet cumulé suffirait à maintenir la couronne à plusieurs millions de degrés. Cette théorie a l'avantage d'être cohérente avec les observations du Soleil à haute résolution, qui montrent une activité frénétique à petite échelle dans la couronne. Eugene Parker lui-même est une figure majeure de l'astrophysique solaire du XXe siècle.
Il est né en 1927 aux États-Unis et a consacré sa vie à l'étude du Soleil. Dès les années 1950, il avait prédit l'existence du vent solaire, ce flux continu de particules chargées qui s'échappent de la couronne et qui balaient tout le système solaire. À l'époque, sa théorie avait été rejetée par plusieurs revues scientifiques qui la considéraient comme trop spéculative. Mais les observations spatiales des années 1960 ont confirmé l'existence du vent solaire exactement comme Parker l'avait prédit. C'est pour cette raison que la NASA a nommé la sonde Parker Solar Probe en son honneur, en 2018. C'est l'une des rares occasions où une sonde spatiale a été nommée d'après un scientifique encore vivant. Parker a pu assister au lancement de la sonde qui portait son nom, à l'âge de 91 ans. Il est mort en 2022, mais sa contribution à la science solaire reste immense. Et son hypothèse des nanoflares, formulée dans les années 1980, continue d'être discutée et testée par les astrophysiciens modernes. Une deuxième théorie fait intervenir les ondes magnéto-hydrodynamiques, ou ondes MHD. Ces ondes se propagent le long des lignes du champ magnétique solaire depuis l'intérieur du Soleil vers la couronne. Quand elles atteignent les régions où le champ magnétique est fortement modifié, elles peuvent dissiper leur énergie et chauffer le plasma environnant. Plusieurs types d'ondes MHD ont été identifiés dans la couronne solaire grâce aux observations des sondes modernes. Mais la question de savoir si elles transportent suffisamment d'énergie pour expliquer le chauffage coronal reste ouverte. Les ondes MHD sont d'ailleurs un sujet d'étude fascinant en soi. Elles combinent les propriétés des ondes acoustiques et des ondes électromagnétiques d'une manière particulière. Dans un plasma magnétisé comme celui de la couronne solaire, les particules chargées suivent les lignes du champ magnétique, et toute perturbation peut se propager sous forme d'ondes complexes. Ces ondes peuvent être classées en plusieurs types selon leurs propriétés. Il y a les ondes d'Alphen, qui se propagent parallèlement au champ magnétique. Il y a les ondes magnétosoniques, qui combinent des propriétés acoustiques et magnétiques. Et il y a d'autres modes plus exotiques qui apparaissent dans des conditions particulières. La détection directe de ces ondes dans la couronne solaire est un défi technique considérable, parce qu'elles se propagent à des vitesses énormes et qu'elles sont difficiles à distinguer des autres phénomènes dynamiques. Mais les observations récentes ont confirmé leur existence et ont commencé à quantifier leur contribution au chauffage coronal. Une troisième théorie combine les deux précédentes. Elle suggère que la couronne serait chauffée à la fois par des nanoflares et par des ondes MHD, avec des contributions variables selon les régions et les périodes d'activité. Cette approche hybride est peut-être la plus réaliste parce qu'elle reconnaît la complexité du problème et évite de chercher une explication unique pour un phénomène qui implique probablement plusieurs mécanismes interagissant. Il faut également mentionner un autre aspect fascinant de la physique solaire, qui est lié aux éclipses. C'est la question du vent solaire, ce flux continu de particules chargées qui s'échappent de la couronne et qui remplit tout le système solaire. Le vent solaire a été prédit théoriquement par Eugene Parker en 1958, à une époque où la plupart des astronomes pensaient que l'espace entre les planètes était essentiellement vide. Parker a montré, par des calculs mathématiques, que la couronne solaire ne pouvait pas rester en équilibre statique. Sa haute température
devait inévitablement produire un écoulement supersonique de particules vers l'extérieur. Cette prédiction a été confirmée expérimentalement dans les années 1960 par les premières sondes spatiales qui ont traversé l'espace interplanétaire. Depuis, des dizaines de missions ont étudié le vent solaire à différentes distances du Soleil, et nous savons maintenant qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement variable, avec des vitesses qui peuvent aller de quelques centaines à plus de 800 km par seconde selon les conditions. Le vent solaire a des effets concrets sur notre environnement terrestre. Quand les particules du vent solaire atteignent la Terre, elles interagissent avec le champ magnétique terrestre et créent divers phénomènes. Les plus spectaculaires sont les aurores boréales et australes, ces lumières dansantes que l'on peut observer dans les régions polaires quand l'activité solaire est particulièrement intense. Les particules solaires, canalisées par le champ magnétique terrestre vers les régions polaires, entrent en collision avec les atomes de l'atmosphère et les excitent, provoquant l'émission de lumière colorée. Le vert caractéristique des aurores vient de l'oxygène atomique à haute altitude. Le rouge vient de l'oxygène à très haute altitude. Le violet et le bleu viennent de l'azote. Chaque couleur raconte quelque chose sur la composition et la structure de l'atmosphère terrestre à différentes altitudes. Mais le vent solaire a aussi des effets moins agréables. Lorsque le Soleil entre dans une phase particulièrement active et qu'il produit des éjections de masse coronale, ces énormes nuages de plasma peuvent atteindre la Terre et perturber fortement notre environnement technologique. Ils peuvent endommager les satellites en orbite, perturber les communications radio, provoquer des pannes d'électricité dans les réseaux électriques terrestres et exposer les astronautes à des niveaux de radiation dangereux. C'est pourquoi la surveillance de l'activité solaire est devenue un enjeu stratégique pour la société moderne. Des agences spécialisées surveillent en permanence le Soleil pour détecter les éruptions et les éjections de masse coronale et pour prévenir les autorités et les opérateurs d'infrastructures quand une tempête géomagnétique est prévue. Les données d'Artemis II, combinées à celles des sondes solaires, contribueront à améliorer cette surveillance et à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l'activité solaire violente. Une éjection de masse coronale particulièrement intense, comme celle qui a frappé la Terre en septembre 1859 lors de l'événement Carrington, pourrait aujourd'hui causer des dégâts considérables à notre infrastructure technologique. En 1859, les seules conséquences visibles étaient des aurores spectaculaires, visibles jusqu'aux Caraïbes, et des perturbations dans les réseaux télégraphiques naissants. Mais si un événement de la même intensité se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre hors service des milliers de satellites, détruire des transformateurs électriques dans le monde entier et causer des milliards de dollars de dommages. Les études sur l'éclipse d'Artémis II contribueront indirectement à mieux comprendre les conditions qui mènent à de tels événements extrêmes, et peut-être à développer des systèmes de prévision plus efficaces pour nous protéger contre eux. Les données d'Artémis II vont permettre aux chercheurs français et internationaux de tester ces théories avec une précision nouvelle. En analysant les structures fines de la couronne observées par les astronautes, en étudiant l'évolution temporelle de ces structures pendant les 54 minutes d'observation, et en comparant ces observations aux données des sondes spatiales Solar Orbiter et Parker Solar Probe, les scientifiques espèrent identifier les signatures caractéristiques de chaque mécanisme de chauffage. Si certaines régions de la couronne
montrent des preuves claires de nanoflares, cela renforcera la théorie de Parker. Si d'autres régions montrent des preuves d'ondes MHD importantes, cela renforcera la théorie concurrente. Et si, comme le suggère la théorie hybride, différents mécanismes opèrent simultanément dans différentes parties de la couronne, les observations devraient le révéler. Il y a aussi quelque chose de plus profond qui ressort de cette réflexion sur l'improbabilité de l'éclipse d'Artémis II. Quelque chose qui touche à notre place dans l'univers et à notre capacité à observer les phénomènes cosmiques. Nous vivons dans un univers immense, vieux de 13 milliards d'années, contenant des centaines de milliards de galaxies, elles-mêmes contenant des centaines de milliards d'étoiles. Dans cet univers gigantesque, les êtres humains sont des êtres minuscules, de courte vie, limités à une petite planète qui orbite autour d'une étoile ordinaire dans un bras extérieur d'une galaxie parmi d'innombrables autres. Statistiquement, nos chances d'assister à des phénomènes cosmiques particuliers devraient être extrêmement faibles. Et pourtant, nous sommes là. Nous observons les étoiles. Nous étudions les galaxies. Nous envoyons des sondes spatiales vers d'autres planètes. Et de temps en temps, nous avons la chance de contempler des phénomènes d'une beauté et d'une complexité extraordinaire. Comme si l'univers, malgré son indifférence apparente, nous offrait parfois des spectacles dignes de notre capacité d'émerveillement. Cette idée a été formulée de manière très poétique par Carl Sagan, le célèbre astronome américain, dans son livre Cosmos. Sagan disait que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Les atomes qui composent nos corps, le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer, ont tous été fabriqués à l'intérieur d'étoiles qui ont explosé en supernova il y a des milliards d'années. Ces étoiles ont dispersé leurs atomes dans l'espace interstellaire, où ces atomes se sont progressivement rassemblés pour former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et finalement, la vie. Nous sommes donc, au sens littéral, des restes d'étoiles mortes qui ont pris conscience d'elles-mêmes. Et quand nous regardons le ciel, nous regardons notre propre origine. Quand nous observons un éclipse solaire, nous assistons à un phénomène qui implique notre étoile locale, celle qui nous a donné naissance et qui continue à nous maintenir en vie. Il y a quelque chose de circulaire dans cette relation. Les étoiles ont créé la vie, et la vie, à son tour, contemple les étoiles. Les astronautes d'Artémis II, pendant l'éclipse, ont peut-être ressenti cette dimension cosmique de leur expérience. Ils étaient à plus de 400 000 kilomètres de la Terre, flottant dans un vaisseau qui représentait des décennies de travail humain. Et ils contemplaient un phénomène qui met en jeu les trois corps célestes les plus importants pour notre existence immédiate. Le Soleil qui nous chauffe, la Terre qui nous abrite et la Lune qui stabilise le climat de notre planète grâce à son influence gravitationnelle. Ces trois corps étaient alignés d'une manière particulière, créant un spectacle que peu d'êtres humains avaient jamais vu. Et les 4 astronautes, privilégiés entre les privilégiés, étaient là pour en être témoins. Cette idée de privilège face à l'observation astronomique mérite d'être approfondie. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, l'observation du ciel a été réservée à quelques spécialistes. Les prêtres astronomes de Babylone, les mandarins chinois, les savants grecs, les moines européens du Moyen Âge, tous appartenaient à une élite intellectuelle qui avait accès à des connaissances que la population générale ignorait. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle,
avec le développement de l'astronomie amateur et la diffusion des télescopes personnels, que l'observation du ciel est devenue plus démocratique. Et c'est seulement au XXe siècle, avec la radio, la télévision et Internet, que les grandes découvertes astronomiques ont pu être partagées instantanément avec des millions, puis des milliards de personnes. Les retransmissions en direct de la mission Artemis II s'inscrivent dans cette démocratisation progressive de l'accès au cosmos. Mais malgré tous ces progrès, seuls 4 êtres humains ont véritablement vécu l'éclipse dans sa dimension physique complète, en la voyant de leurs propres yeux depuis le voisinage lunaire. Cette asymétrie entre les 4 témoins directs et les milliards de spectateurs à distance crée une responsabilité particulière. Les astronautes sont porteurs d'une expérience unique qu'ils doivent transmettre. Ils sont les intermédiaires entre le phénomène physique et le reste de l'humanité. Et leurs témoignages, leurs photographies, leurs descriptions verbales deviennent les supports à travers lesquels des générations futures pourront imaginer ce qu'ils ont vécu. C'est une responsabilité lourde, mais aussi privilégiée. Peu de gens ont l'occasion d'être les seuls témoins d'un événement historique d'une telle ampleur. Et les 4 astronautes d'Artemis II en étaient parfaitement conscients pendant l'éclipse lui-même. Ils savaient qu'ils avaient la responsabilité de bien observer, de bien photographier, de bien mémoriser tous les détails, afin de pouvoir les partager ensuite avec le plus grand nombre. Il faut maintenant parler d'un aspect moins poétique, mais tout aussi fascinant de cette histoire. Les calculs mathématiques qui ont permis de prédire, avec une précision incroyable, que l'éclipse allait se produire à ce moment précis. Les scientifiques de la NASA avaient calculé à l'avance que, étant donné la trajectoire prévue d'Orion et les positions relatives du Soleil, de la Terre et de la Lune, un éclipse solaire se produirait le 6 avril 2026. Ils avaient même calculé sa durée probable et le moment exact où elle commencerait. Quand les astronautes ont vu l'éclipse commencer à l'heure prévue, ce n'était pas une surprise totale. C'était la validation de calculs mathématiques extraordinairement précis. Cela témoigne de notre capacité, en tant qu'espèce, à comprendre les lois qui régissent le mouvement des astres avec une précision presque parfaite. Cette capacité de prédiction n'est pas récente. Elle remonte aux travaux de Johannes Kepler au début du XVIIe siècle, qui a formulé les 3 lois du mouvement planétaire. Ces lois décrivent comment les planètes tournent autour du Soleil selon des orbites elliptiques, en accélérant près du Soleil et en ralentissant loin de lui. Les lois de Kepler ont été ensuite expliquées par Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle, à travers sa théorie de la gravitation universelle. Newton a montré que toutes les orbites célestes, qu'il s'agisse de planètes autour du Soleil, de lunes autour de planètes, ou même de comètes plongeant vers le Soleil, obéissent à la même loi fondamentale. La force de gravité qui attire 2 objets est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Cette loi simple permet de calculer, avec une précision extrême, les mouvements de tous les corps du système solaire. Kepler lui-même est un personnage fascinant dont le parcours scientifique mérite d'être évoqué. Il est né en Allemagne en 1571 et a travaillé pendant de nombreuses années comme assistant du grand astronome danois Tycho Brahe. Quand Brahe est mort en 1601, Kepler a hérité de ses observations astronomiques, qui étaient les plus précises jamais réalisées à l'époque,
sans l'aide de télescopes. Pendant plus d'une décennie, Kepler a analysé ces observations, en particulier celles concernant la planète Mars, avec une patience acharnée. Il cherchait à identifier les lois mathématiques qui régissaient le mouvement des planètes. Au début, il pensait, comme la plupart de ses contemporains, que les orbites planétaires étaient circulaires. C'était la conception héritée des Grecs anciens, qui considéraient le cercle comme la forme géométrique parfaite, digne des mouvements célestes. Mais les observations de Brahe sur Mars refusaient obstinément de correspondre à des cercles. Kepler a alors fait l'audace théorique considérable de proposer que les orbites planétaires soient des ellipses, une forme considérée comme moins parfaite, mais qui correspondait mieux aux données. Cette rupture avec la tradition ancienne a marqué un tournant dans l'histoire de l'astronomie. Et elle a finalement permis de comprendre la mécanique céleste avec une précision inédite. Tycho Brahe, l'astronome dont Kepler a hérité les observations, mérite également qu'on le mentionne. Né en 1546 au Danemark dans une famille noble, Brahe a consacré toute sa vie à l'observation méticuleuse du ciel. Il n'avait pas accès au télescope, qui n'existait pas encore à son époque, mais il a conçu des instruments à nu d'une précision exceptionnelle. Ses observations étaient tellement précises qu'elles dépassaient celles de tous ses contemporains. Le roi Frédéric II du Danemark, impressionné par son travail, lui a offert une île entière, Hven, où Brahe a construit un observatoire extraordinaire qu'il a appelé Uraniborg. Pendant plus de 20 ans, Brahe a observé le ciel depuis Uraniborg, accumulant des données sur les positions des planètes, des étoiles et des comètes. Ce sont ces données qui, après sa mort, sont tombées entre les mains de Kepler et qui ont permis la formulation des lois du mouvement planétaire. Sans Brahe, pas de Kepler. Sans Kepler, pas de Newton. Sans Newton, pas de mécanique céleste moderne. Et sans la mécanique céleste moderne, pas de mission Artemis II ni d'éclipse observée depuis le voisinage lunaire. C'est une chaîne de transmission intellectuelle qui s'étend sur plus de 4 siècles et qui montre comment le travail patient d'observation et de théorisation construit progressivement notre compréhension de l'univers. La vie de Kepler a d'ailleurs été marquée par de nombreuses difficultés personnelles et professionnelles. Il a perdu plusieurs enfants en bas âge, sa première femme est morte prématurément, et sa mère a été accusée de sorcellerie, ce qui l'a obligé à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à sa défense. Malgré ces épreuves, Kepler a maintenu une productivité scientifique extraordinaire tout au long de sa vie. Il a écrit des dizaines de livres et de traités, couvrant l'astronomie, les mathématiques, l'optique, la musique et même la philosophie. Son œuvre principale, l'Astronomia Nova, publiée en 1609, contient les 2 premières de ces 3 lois du mouvement planétaire. La 3e loi est apparue plus tard, en 1619, dans un autre livre appelé Harmonices Mundi. Ces 3 lois, prises ensemble, fournissent une description mathématique complète des orbites planétaires. Elles ont permis de calculer avec une précision inégalée les positions des planètes à n'importe quel moment, passé ou futur. Et elles ont jeté les bases de l'astronomie moderne. Newton, quant à lui, a apporté la synthèse théorique qui unifiait les observations terrestres et célestes. Avant lui, on considérait généralement que les phénomènes sur Terre et dans le ciel obéissaient à des lois différentes. Les Grecs anciens parlaient du sublunaire, la région en dessous de la Lune soumise aux lois terrestres, et du supralunaire,
la région au-dessus de la Lune soumise aux lois célestes. Newton a démontré que cette distinction était fausse. La même force gravitationnelle qui fait tomber une pomme d'un arbre sur Terre est celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre et les planètes en orbite autour du Soleil. C'est une unification conceptuelle d'une puissance considérable. Elle a transformé notre compréhension de l'univers et a jeté les bases de la physique moderne. Au fil des siècles, les mathématiciens et les astronomes ont affiné ces calculs. Ils ont pris en compte les perturbations mutuelles entre les planètes, les effets relativistes, les influences subtiles de corps moins massifs. Chaque génération a ajouté des corrections aux calculs précédents. Et aujourd'hui, nous sommes capables de prédire les éclipses solaires avec une précision de quelques secondes, pour des événements qui auront lieu dans plusieurs siècles. Nous savons, par exemple, quand et où auront lieu les éclipses totaux pendant les 1000 prochaines années. Nous savons également quand et où ils avaient lieu dans le passé. Cette capacité prédictive est l'un des plus grands triomphes de la science. Elle montre que l'univers, malgré son apparente complexité, obéit à des lois mathématiques précises que l'esprit humain peut déchiffrer et utiliser. Les astronomes français ont contribué de manière significative à cette histoire. Urbain Le Verrier, au XIXe siècle, a utilisé les lois de Newton pour prédire l'existence et la position de Neptune, simplement en analysant les anomalies dans l'orbite d'Uranus. Sa prédiction a été confirmée en 1846 quand l'astronome allemand Johann Galle a effectivement trouvé Neptune à l'endroit prédit par Le Verrier. C'était un triomphe de la science théorique qui montrait que les calculs mathématiques pouvaient révéler l'existence de corps célestes jamais observés auparavant. Au XXe siècle, des mathématiciens français comme Henri Poincaré ont encore approfondi la compréhension des systèmes dynamiques complexes, ouvrant la voie à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du chaos. Leurs travaux ont montré que même les systèmes gravitationnels simples peuvent présenter des comportements extrêmement complexes et parfois imprévisibles à long terme. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension du système solaire lui-même. Poincaré est un personnage qui mérite d'être mieux connu du grand public. Né à Nancy en 1854, il a été l'un des derniers mathématiciens capables de dominer presque tous les domaines de sa discipline. Il a contribué à la théorie des nombres, à la topologie, à la mécanique céleste, à la thermodynamique, à la relativité. En étudiant le problème dit des trois corps, c'est-à-dire le mouvement de trois objets soumis à leur attraction gravitationnelle mutuelle, Poincaré a découvert que ce problème n'admet pas de solution analytique simple. Pire encore, il a montré que de très petites différences dans les conditions initiales peuvent conduire à des différences énormes dans les trajectoires à long terme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la sensibilité aux conditions initiales, ou l'effet papillon. Cette découverte a été révolutionnaire. Elle signifie que même avec des ordinateurs extrêmement puissants, nous ne pouvons pas prédire avec certitude le comportement du système solaire à très long terme. Les orbites des planètes sont chaotiques au sens mathématique du terme, et sur des échelles de plusieurs centaines de millions d'années, leurs positions exactes deviennent imprévisibles. Ce qui est remarquable, c'est que les travaux de Poincaré sur le problème des trois corps ont été motivés par un concours mathématique organisé par le roi Oscar II de Suède en 1889. Le concours demandait aux mathématiciens de démontrer la stabilité du système solaire.
c'est-à-dire de prouver que les orbites planétaires resteraient prévisibles pour toujours. Poincaré a soumis un travail qui a remporté le prix. Mais juste après sa publication, il a découvert une erreur dans son raisonnement. Plutôt que de cacher cette erreur, il a eu l'intégrité scientifique remarquable de la reconnaître publiquement et de retirer son travail. En corrigeant l'erreur, il a fini par découvrir précisément le contraire de ce qu'il avait cherché à démontrer. Le système solaire n'est pas stable au sens mathématique strict. Il est sujet à des comportements chaotiques qui rendent son évolution à très long terme imprévisible. Cette découverte a bouleversé l'astronomie de son époque et a jeté les bases de ce qui est devenu au XXe siècle la théorie moderne du chaos. C'est un bel exemple de la façon dont l'honnêteté intellectuelle peut conduire à des découvertes bien plus importantes que celles initialement recherchées. Heureusement, sur des échelles de temps plus courtes, les calculs restent suffisamment précis pour prédire les éclipses avec une grande fiabilité. Les logiciels modernes, utilisés par la NASA et par les autres agences spatiales, peuvent calculer les trajectoires de vaisseaux spatiaux comme Orion avec une précision de quelques mètres sur des trajets de millions de kilomètres. Cette précision est ce qui a permis de savoir, avant le lancement d'Artémis II, que l'éclipse du 6 avril aurait lieu, et d'en estimer la durée approximative. Les astronautes n'ont donc pas été complètement surpris. Ils savaient qu'ils allaient probablement observer un éclipse. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi beau, aussi intense, aussi émotionnellement puissant que ce qu'ils ont finalement vécu. Pour les astronautes d'Artémis II, le fait que l'éclipse ait été prédite à l'avance n'a rien enlevé à son impact émotionnel. Au contraire, cela a peut-être amplifié l'émotion, parce qu'ils savaient, en regardant le phénomène se dérouler devant leurs yeux, qu'ils étaient témoins d'un événement qui confirmait la justesse de nos théories scientifiques. Le Soleil s'est caché derrière la Lune exactement au moment prévu. La couronne solaire est apparue exactement comme les calculs le suggéraient. La durée de la totalité correspondait presque parfaitement aux prédictions. Cette correspondance entre les prédictions théoriques et les observations réelles est l'une des expériences les plus satisfaisantes qu'un scientifique puisse vivre. Cela donne le sentiment que l'univers est cohérent, compréhensible, connaissable, et que l'espèce humaine, malgré sa petitesse, a réussi à percer certains des grands secrets de la nature. Mais il y a un paradoxe dans tout cela. Plus nous comprenons rationnellement les phénomènes astronomiques, plus ils devraient nous sembler ordinaires. Une éclipse solaire prédite à l'avance ne devrait pas nous émerveiller autant qu'une éclipse inattendue. Si nous savons exactement ce qui va se passer, à la seconde près, nous devrions perdre cette sensation de mystère qui faisait trembler les Babyloniens et les Chinois. Et pourtant, l'expérience des astronautes d'Artémis II contredit cette intuition. Ils ont été profondément émus par l'éclipse, malgré ou peut-être à cause de leurs connaissances scientifiques. Comprendre ne diminue pas l'émerveillement. Au contraire, comprendre l'amplifie, parce qu'on peut apprécier à un niveau plus profond la beauté et la complexité de ce que l'on contemple. Il y a ici une leçon importante à retenir. La science n'est pas l'ennemi de la poésie. La science n'est pas l'ennemi de l'émerveillement. Au contraire, la science nous offre des outils pour contempler l'univers avec une profondeur que l'ignorance ne permettrait pas. Quand un astronaute formé à l'astrophysique regarde la couronne solaire pendant un éclipse, il voit plus de choses
qu'un observateur qui ignorerait tout de la physique solaire. Il voit les boucles magnétiques et comprend leur lien avec les taches solaires. Il voit les streamers coronaux et pense aux particules chargées qui y sont accélérées. Il voit la chromosphère rougeâtre et identifie les raies d'émission de l'hydrogène. Toutes ces connaissances ne rendent pas la vision moins belle. Elles la rendent plus riche, plus multidimensionnelle, plus profonde. Le philosophe français Gaston Bachelard, qui a beaucoup réfléchi au rapport entre la science et l'imagination, avait exprimé cette idée de manière lumineuse. Il disait que la raison et l'imagination ne sont pas opposées, mais qu'elles s'entretiennent mutuellement. Pour imaginer profondément un phénomène, il faut le comprendre rationnellement. Et pour le comprendre rationnellement, il faut pouvoir l'imaginer mentalement. Les astronautes d'Artémis II illustrent parfaitement cette idée. Leur connaissance scientifique de l'éclipse solaire n'a pas réduit leur capacité d'émerveillement. Elle l'a amplifiée, parce qu'ils pouvaient simultanément comprendre ce qu'ils voyaient et se laisser toucher par sa beauté. Maintenant, regardons cette question sous un autre angle. Si l'éclipse d'Artémis II ne devrait pas exister selon les lois de la probabilité, alors chaque observation que nous faisons de cette éclipse est un cadeau précieux. Chaque photographie prise par les astronautes, chaque mesure scientifique obtenue, chaque témoignage humain partagé avec le monde est un élément unique qui nous aide à mieux comprendre notre étoile. Les données recueillies pendant ces 54 minutes sont comparables à celles obtenues par des dizaines d'éclipses terrestres combinées. C'est une quantité d'informations qui va occuper les chercheurs pendant des années. Et parmi ces informations, il y aura peut-être des découvertes inattendues, des phénomènes non anticipés, des clés pour résoudre des énigmes anciennes. Les astrophysiciens français qui travaillent sur la physique solaire sont particulièrement excités par les données d'Artémis II. Ils ont une longue tradition dans ce domaine. L'observation pionnière de Pierre Janssen pendant l'éclipse de 1868 en Inde avait conduit à la découverte de l'hélium. Les travaux de Bernard Lyot au pic du Midi dans les années 1930 avaient révolutionné l'observation coronale. Les contributions françaises aux sondes solaires modernes, comme le Solar Orbiter européen ou la Parker Solar Probe américaine, continuent cette tradition d'excellence. Et maintenant, avec les données d'Artémis II, les chercheurs du CNRS, de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, de l'Observatoire de Paris-Meudon et de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse vont pouvoir contribuer à de nouvelles avancées dans la compréhension du Soleil. La sonde Solar Orbiter, en particulier, représente une contribution européenne majeure à l'étude du Soleil. Lancée en février 2020 par l'Agence spatiale européenne en collaboration avec la NASA, elle a été conçue pour s'approcher du Soleil à environ 42 millions de kilomètres, ce qui est beaucoup plus près que la Terre, qui se trouve à 150 millions de kilomètres. À cette distance, les conditions deviennent extrêmes, avec des températures qui peuvent dépasser 500 degrés Celsius sur le bouclier thermique de la sonde. Les ingénieurs européens ont dû développer des matériaux composites spéciaux pour résister à ces conditions, et les instruments scientifiques sont protégés par un système de bouclier qui les maintient à des températures acceptables malgré la proximité du Soleil. Solar Orbiter transporte 10 instruments scientifiques différents, dont plusieurs ont été construits en France. Le LESIA,
à l'Observatoire de Paris-Meudon, a fourni l'un des principaux instruments qui étudie le champ magnétique et les ondes radio émises par le Soleil. Les équipes françaises qui travaillent sur cette mission analysent quotidiennement les données envoyées par la sonde et leurs résultats alimentent une compréhension de plus en plus fine de l'activité solaire. La Parker Solar Probe, lancée en août 2018 par la NASA, est encore plus audacieuse. Elle a été conçue pour s'approcher du Soleil à seulement quelques millions de kilomètres de sa surface, à des distances où la température et le rayonnement deviennent véritablement extrêmes. Le bouclier thermique de la sonde, fabriqué en composite carbone-carbone, peut résister à des températures atteignant 1400 degrés Celsius sur sa face exposée au Soleil, tout en maintenant les instruments à l'arrière à une température de fonctionnement normale. C'est un exploit d'ingénierie remarquable. La Parker Solar Probe a déjà effectué plusieurs passages rapprochés du Soleil, plongeant littéralement à travers la couronne solaire. Et elle a renvoyé des données qui ont surpris les astrophysiciens. Notamment, elle a découvert des structures magnétiques étranges en forme de zigzag, baptisées switchback par les chercheurs. Ces switchbacks sont des inversions temporaires du champ magnétique solaire qui se propagent depuis la surface du Soleil vers l'espace environnant. Leur origine reste mystérieuse. Elle pourrait être liée au mécanisme qui chauffe la couronne ou à d'autres phénomènes encore mal compris. Les images coronales d'Artémis II pourraient permettre d'établir des liens entre ces structures observées à courte distance par Parker et les structures à grande échelle visibles depuis l'espace lointain. Pour comprendre l'ampleur de ce que Parker Solar Probe accomplit, il faut visualiser l'environnement dans lequel elle évolue. Au plus près du Soleil, la sonde se trouve dans une région où la densité de particules chargées est considérable, où le rayonnement électromagnétique dans toutes les longueurs d'onde est extraordinairement intense et où les champs magnétiques atteignent des valeurs que l'on ne rencontre nulle part ailleurs dans notre système solaire habitable. Rien que maintenir les communications avec la Terre dans ces conditions représente un défi technique considérable. Les signaux radio doivent traverser l'atmosphère solaire perturbée et ils doivent ensuite parcourir des dizaines de millions de kilomètres avant d'atteindre les antennes du Deep Space Network. Et pourtant, Parker continue de fonctionner et d'envoyer des données précieuses à chaque passage, confirmant que les ingénieurs qui l'ont conçu avaient anticipé correctement toutes ces difficultés. Les découvertes de Parker ont profondément modifié notre compréhension du Soleil. Avant sa mission, nous pensions que la couronne solaire était un environnement relativement stable, avec des structures qui évoluaient lentement. Parker a révélé au contraire un environnement extrêmement dynamique, avec des fluctuations rapides, des turbulences intenses et des phénomènes transitoires que personne n'avait anticipés. Les switchbacks, en particulier, ont été une surprise complète. Personne ne les avait prédits théoriquement avant que Parker ne les observe directement. Et leur découverte a relancé tout un champ de recherche sur la dynamique du champ magnétique solaire. Les astrophysiciens du monde entier travaillent maintenant sur les modèles qui pourraient expliquer leur origine et leur rôle dans l'écosystème solaire. Les données d'Artémis II, prises depuis un point d'observation très différent de celui de Parker, pourraient apporter des éclairages complémentaires sur ces structures énigmatiques. Il est intéressant de noter que l'éclipse d'Artémis II a fourni une perspective complémentaire à celle des sondes spatiales solaires. Parker Solar Probe
et Solar Orbiter s'approchent du Soleil et étudient son environnement proche. Mais elles observent la couronne depuis l'intérieur, pour ainsi dire, et leur champ de vision est limité par leur position. Les astronautes d'Artemis II, eux, ont observé la couronne depuis beaucoup plus loin, à plus de 400 000 km de la Terre, ce qui leur a donné une vue d'ensemble plus large. C'est un peu comme étudier une forêt en y pénétrant pour examiner les arbres un à un, puis en prenant du recul pour voir la forêt dans son ensemble. Les deux perspectives sont nécessaires et elles se complètent mutuellement. Les données d'Artemis II vont donc s'intégrer dans un puzzle scientifique plus large, qui comprend aussi les observations de Parker Solar Probe, Solar Orbiter, les coronographes terrestres et bien d'autres instruments encore. Ensemble, ces sources d'informations permettront une compréhension de plus en plus fine de notre étoile. Bernard Liot, en particulier, mérite qu'on s'attarde sur son histoire. Né en 1897 à Paris, il était passionné par l'astronomie depuis l'enfance. Après avoir fait ses études à l'École supérieure d'électricité, il a rejoint l'Observatoire de Meudon, où il a commencé à travailler sur les problèmes d'observation solaire. À l'époque, la seule façon d'étudier la couronne solaire était d'attendre les éclipses naturelles, ce qui imposait des contraintes énormes aux chercheurs. Liot a passé des années à essayer de concevoir un instrument qui pourrait reproduire artificiellement les conditions d'un éclipse. Le défi technique était considérable. Il fallait fabriquer un occulteur capable de bloquer parfaitement la lumière directe du Soleil tout en laissant passer la lumière beaucoup plus faible de la couronne. Il fallait aussi minimiser la diffusion de la lumière à l'intérieur de l'instrument, qui aurait sinon noyé la couronne dans un halo lumineux. Liot a finalement réussi en 1930, après des années d'expérimentation, en utilisant un disque occulteur très précis et en plaçant son instrument à haute altitude pour minimiser les effets de l'atmosphère. Il a effectué ses premières observations réussies au pic du Midi, dans les Pyrénées, à près de 3000 mètres d'altitude. Cette invention lui a valu une renommée internationale. Et le coronographe qu'il a inventé est encore utilisé aujourd'hui, dans des versions modernisées, dans tous les observatoires solaires du monde, ainsi que dans plusieurs sondes spatiales. Une question fascinante que ces chercheurs vont pouvoir aborder concerne l'évolution temporelle de la couronne solaire. Pendant 54 minutes d'observation continue, les astronautes ont pu voir comment la couronne changeait, ou pas, sur cette échelle de temps. Les structures coronales que nous voyons habituellement semblent immobiles sur les photographies, parce que les photographies ne capturent qu'un instant. Mais en réalité, la couronne est un environnement extrêmement dynamique, avec des mouvements de plasma qui se produisent à différentes vitesses. Certains mouvements sont très lents, presque imperceptibles. D'autres sont beaucoup plus rapides. Les 54 minutes d'observation continue depuis Orion permettent d'étudier ces mouvements avec une précision sans précédent. Les chercheurs vont pouvoir traquer l'évolution des structures coronales, mesurer leur vitesse, comprendre leurs interactions avec le champ magnétique solaire. C'est une opportunité scientifique rare. Il y a aussi l'aspect de la coopération internationale qui mérite d'être souligné. Les données d'Artemis II ne sont pas la propriété exclusive de la NASA. Elles sont partagées avec les agences spatiales partenaires et, à travers elles, avec les communautés scientifiques des pays concernés. L'Agence spatiale européenne
qui a fourni le module de service d'Orion, a accès à ces données. Et les chercheurs français, italiens, allemands et d'autres pays européens peuvent les utiliser pour leurs propres travaux. Cette ouverture est caractéristique de la science moderne. Les grandes découvertes ne sont plus le résultat d'efforts nationaux isolés. Elles sont le fruit de collaborations internationales, où les données et les idées circulent librement entre les chercheurs de différents pays. L'éclipse d'Artémis II est un exemple parfait de cette dynamique collaborative. Observée par des astronautes américains et un Canadien, avec un vaisseau construit en partie en Europe, et des données analysées par des chercheurs du monde entier. C'est une image concrète de ce que l'humanité peut accomplir quand elle unit ses efforts. Revenons maintenant à la question centrale de ce récit. Pourquoi cette éclipse ne devrait-il pas exister? La réponse tient à l'improbabilité combinée de tous les facteurs que nous avons évoqués. La coïncidence presque miraculeuse entre la taille apparente du Soleil et de la Lune. La rareté des missions spatiales habitées dans l'espace lointain. La géométrie particulière de la trajectoire d'Artémis II qui a permis un éclipse de 54 minutes. Le timing exact du lancement qui a rendu possible cette géométrie. La présence de caméras capables de capturer les images en haute définition. La retransmission en direct qui a permis à des millions de personnes sur Terre de partager l'expérience. Chacun de ces éléments, pris séparément, est remarquable. Combinés ensemble, ils forment une succession d'improbabilités qui aboutit à un événement que personne n'aurait pu prédire avec certitude il y a encore quelques années. Et pourtant, cet événement improbable a eu lieu. Il a été observé par 4 êtres humains, enregistré par des caméras, partagé avec le monde entier. Il est maintenant gravé dans l'histoire de l'exploration spatiale. Et il nous rappelle que l'univers, malgré son apparente indifférence aux préoccupations humaines, nous offre parfois des cadeaux inattendus. Des moments où les lois de la probabilité semblent céder la place à des alignements miraculeux. Des instants où la beauté de la nature se révèle dans toute sa splendeur, comme pour nous encourager à continuer à explorer, à comprendre, à contempler. Il y a une dernière réflexion qui mérite d'être partagée. Les éclipses solaires, en tant que phénomène, sont liées à l'existence de la vie sur Terre. Cela peut sembler une affirmation étrange, mais elle a un fondement scientifique. La Lune, qui permet les éclipses, joue également un rôle crucial dans la stabilisation du climat terrestre. Elle empêche l'axe de rotation de la Terre d'osciller fortement, ce qui stabilise les saisons et rend possible le développement de civilisations complexes qui dépendent de cycles climatiques prévisibles. Sans la Lune, la Terre serait un monde beaucoup plus instable, avec des oscillations climatiques violentes qui auraient probablement empêché l'évolution de formes de vie complexes comme nous. Donc, dans un sens profond, la même Lune qui rend possible les éclipses solaires est aussi celle qui rend possible notre existence en tant qu'espèce consciente, capable d'observer ces éclipses. Cette relation circulaire entre notre existence et les éclipses solaires est d'une beauté presque poétique. Nous sommes capables d'observer des éclipses parce que nous existons. Et nous existons en partie parce que la Lune est là, avec les propriétés particulières qui permettent aussi les éclipses. Il y a une cohérence étrange dans cet arrangement. Comme si l'univers, par une succession de coïncidences improbables, avait créé les conditions parfaites pour que des êtres conscients puissent exister et contempler certains de ses plus beaux spectacles.
Certains philosophes et scientifiques ont appelé cela le principe anthropique, l'idée que les paramètres de l'univers sont tels qu'ils permettent l'existence d'observateurs conscients. Mais qu'on adhère ou non à cette idée philosophique, le fait demeure. Nous sommes là, nous observons, et l'univers nous offre parfois des moments comme l'éclipse d'Artémis II. Le principe anthropique a été formulé sous différentes formes depuis les années 1970. Sa version la plus modeste, appelée principe anthropique faible, affirme simplement que nous observons l'univers dans lequel nous existons et que cet univers doit donc nécessairement avoir des propriétés compatibles avec notre existence. C'est presque une tautologie, mais elle a des implications intéressantes. Par exemple, elle explique pourquoi nous ne pouvons jamais observer un univers où les lois physiques rendraient notre propre existence impossible. Par définition, un tel univers ne contiendrait pas d'observateurs et donc ne serait jamais observé. La version forte du principe anthropique va beaucoup plus loin. Elle suggère que l'univers est en quelque sorte destiné à produire des observateurs conscients. Cette version est beaucoup plus controversée parce qu'elle flirte avec des conceptions téléologiques qui ne sont pas compatibles avec la vision scientifique standard de l'univers. Mais elle pose des questions intéressantes. Pourquoi les constantes physiques fondamentales ont-elles précisément les valeurs qui permettent la formation d'étoiles, de planètes et finalement de vie? Si ces constantes avaient été ne serait-ce qu'un peu différentes, l'univers serait très différent et probablement dépourvu de toute complexité. Il existe plusieurs réponses possibles à cette question. Certains suggèrent qu'il existe une infinité d'univers parallèles, chacun avec des constantes physiques différentes, et que nous vivons simplement dans l'un de ceux où la vie est possible. Cette théorie, appelée hypothèse du multivers, est controversée, mais elle est sérieusement discutée par certains physiciens théoriciens. D'autres suggèrent qu'il existe une raison plus profonde, encore inconnue, pour laquelle les constantes physiques doivent avoir les valeurs que nous observons. Et d'autres encore préfèrent simplement accepter que les choses sont ce qu'elles sont, sans chercher à en expliquer les raisons fondamentales. Quelle que soit la réponse que l'on préfère, le fait demeure que nous vivons dans un univers où les éclipses solaires sont possibles, où la vie a pu se développer, où des êtres conscients comme nous peuvent contempler ces phénomènes. Pour les astronautes qui ont vécu l'événement, cette dimension philosophique n'était peut-être pas consciemment présente pendant qu'ils regardaient le Soleil disparaître derrière la Lune. Ils étaient trop absorbés par l'intensité immédiate de l'expérience. Mais rétrospectivement, dans les jours et les semaines qui ont suivi leur retour sur Terre, beaucoup d'entre eux ont réfléchi à ce que signifiait cet événement dans un contexte plus large. Red Wiseman a dit qu'il se sentait privilégié d'avoir pu observer quelque chose qui, selon toutes les probabilités, n'aurait pas dû exister. Christina Koch a parlé de son sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même, à une longue chaîne d'observateurs humains qui avaient contemplé le ciel depuis les premières civilisations. Jeremy Hansen a évoqué le caractère précieux de cette expérience unique, qui ne se reproduirait pas dans sa vie et probablement pas non plus dans celle de personne d'autre dans les années à venir. Victor Glover, qui avait été le plus vocal pendant l'observation elle-même, a parlé plus tard de ce qu'il avait ressenti face à cette rareté statistique. Il a dit qu'être astronaute implique d'accepter une forme particulière de privilège. Sur les milliards d'êtres humains qui ont jamais vécu,
seule une fraction infinitésimale a eu la chance d'aller dans l'espace. Et parmi eux, un nombre encore plus restreint a voyagé au-delà de l'orbite terrestre basse. Sur cette population encore plus restreinte, seuls 4 ont observé un éclipse solaire depuis le voisinage lunaire. Face à cette rareté, Glover disait ressentir une responsabilité particulière, celle de bien transmettre l'expérience aux autres, celle d'utiliser son témoignage pour inspirer la prochaine génération, celle de rappeler au monde que l'exploration spatiale n'est pas seulement une question technologique ou géopolitique, mais aussi une aventure humaine profonde qui touche à notre place dans l'univers. Et c'est peut-être le point le plus important. L'éclipse d'Artémis II ne se reproduira pas. Pas exactement sous cette forme, pas exactement dans ces conditions. Les futures missions Artemis observeront peut-être d'autres éclipses dans des circonstances différentes, avec des durées différentes, des angles différents. Mais le moment spécifique du 6 avril 2026, avec ces 4 astronautes-là dans ce vaisseau-là, regardant cette couronne solaire-là, pendant ces 54 minutes-là, est unique. Il a eu lieu une seule fois et ne se répétera jamais. Comme chaque instant de l'histoire humaine, comme chaque moment de chaque vie individuelle, comme chaque phénomène naturel qui se déroule devant nous. L'univers est fait de moments uniques qui passent et qui ne reviennent pas. Notre capacité à en prendre conscience, à les reconnaître comme précieux, à les intégrer dans notre mémoire collective, est peut-être ce qui fait de nous des êtres véritablement conscients. Il y a aussi une dimension qui touche à l'astronomie solaire française et à la tradition d'observation qui existe dans notre pays depuis des siècles. L'Observatoire de Paris, fondé en 1667 sous Louis XIV, est l'un des plus anciens observatoires encore en activité dans le monde. Il a été le théâtre de nombreuses découvertes importantes et ses astronomes ont joué un rôle central dans le développement de l'astronomie moderne. L'Observatoire de Meudon, fondé au XIXe siècle, a complété cette tradition en se spécialisant dans les observations solaires et en devenant l'un des grands centres européens pour l'étude du Soleil. Les chercheurs qui y travaillent aujourd'hui sont les héritiers directs d'une lignée qui remonte à Giandomenico Cassini, Jean Picard, Nicolas-Louis de Lacaille et tant d'autres astronomes français qui ont contribué à faire de notre pays l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Le plateau de Saclay, au sud de Paris, concentre aujourd'hui une grande partie des infrastructures de recherche françaises en astrophysique. L'Institut d'astrophysique spatiale, l'Université Paris-Saclay, le CEA et de nombreux autres laboratoires travaillent ensemble sur les grandes questions de la physique solaire et de l'astronomie. Cet écosystème de recherche est l'un des plus dynamiques d'Europe et il continue à produire des découvertes importantes chaque année. Les données d'Artémis II vont y être analysées par des équipes spécialisées qui ont déjà démontré leur expertise sur les missions solaires précédentes. Et leurs résultats seront partagés avec la communauté internationale à travers des publications scientifiques et des conférences. En conclusion, l'éclipse solaire observée par les astronautes d'Artémis II le 6 avril 2026 est un événement qui défie les probabilités ordinaires. Par son amplitude, par sa durée, par les conditions d'observation, par la qualité des données recueillies, il se situe hors des normes habituelles. Cette éclipse n'aurait pas dû exister, dans le sens où il représente une combinaison improbable de facteurs qui se sont alignés d'une manière miraculeuse. Et pourtant,
il a eu lieu. 4 êtres humains en ont été témoins. Des images ont été capturées et partagées. La science va progresser grâce à cet événement. Et dans notre mémoire collective, cette éclipse prendra sa place parmi les moments privilégiés où l'univers nous a montré une part de sa beauté la plus profonde. Le hasard et la nécessité, le calcul et l'émerveillement, la science et la poésie, tous ces éléments se sont rencontrés pendant 54 minutes dans le vide cosmique, à plus de 400 000 kilomètres de la Terre. Et pour 4 privilégiés, et à travers eux pour toute l'humanité, une leçon silencieuse a été transmise. Une leçon sur la fragilité des coïncidences qui rendent notre existence possible. Une leçon sur la valeur des moments rares que nous pouvons contempler avant qu'ils ne disparaissent. Une leçon sur notre place dans l'univers, à la fois minuscule et extraordinaire, à la fois insignifiante et précieuse. Cette éclipse ne devrait pas exister, et c'est précisément pour cette raison qu'il est si important de l'avoir vue.